Macron, 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 Macron. Ah bah, gilet jaune. Ah bah, gilet jaune. Y'en a marre des gilets jaunes. Y'en a marre des gilets jaunes. Nous, on est des gilets rouges. Nous, on est des gilets rouges. Y'en a marre des gilets jaunes. Ah bah, Macron. Ah bah, Macron. Mais madame, ça va? Vive Macron! Vive Macron! Et pourquoi une fourchette, man? C'est pour mieux vous couquer! C'est pour mieux vous couquer! Regarde ma soeur, quand tu prends une casserole et quand tu prends une cuillère en bois, tu fais de mal à personne. Regarde, c'est encore plus fort. Alors pourquoi tu prends une fourchette? Je comprends rien, moi. C'est quoi ça? Ah bah, gilet jaune! Ah bah, gilet jaune! Tu vas où, toi, comme ça? Tu es pas malade? Non mais c'est quoi ces histoires? Je rêve ou quoi? C'est du problème de la casserole à Louloute? Elle va m'engueuler. Louloute, tu as des choses à dire? Louloute, est-ce que tu as des choses à dire? À ma soeur d'Afrique? Je suis près de rire. Mais c'est lui qui va me rendre ma casserole hélico presto, hein? Non mais ça va pas ou quoi? Pour qui elle se prend celle-là? Voilà ce que je vais subir à cause de toi, ma soeur. Parce que j'ai pris la casserole, j'ai fait l'imbécile comme toi. C'est pas vrai. Quand je t'ai vu avec ton magnifique boubou sur la tête, en criant « Ah bah les gilets jaunes! Ah bah les gilets jaunes! Ah bah les gilets jaunes !» Et pourquoi tu avais une fourchette? Hein? C'est pour nous crever les yeux ou quoi? C'est une arme de 3e catégorie. Attention! Tu aurais dû être arrêté par les policiers. Moi, j'ai pris une cuillère en bois. Je vais me faire engueuler. Où est ma cuillère pour secouer la salade, hein, pour fatiguer la salade? Et c'est quoi ça? Non mais, je deviens fou, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Qu'est-ce que tu as à rabâcher encore? Ah, je vais lui couper le sifflet à celle-là, hein? Elle commence à m'embêter sérieusement. Non mais c'est pas vrai. J'en peux plus, moi, hein. Arrête, après on va nous traiter de cannibales. C'est insupportable, ça. Une casserole, une fourchette, c'est normal, hein? Mais c'est pas vrai. Je suis contre les gilets jaunes, je suis pour les froussards rouges, parce qu'ils ont pas de couilles. C'est pour ça que je les aime. Ah, vous, on vous donne le bras et après vous mangez le cou. Hein? C'est ça? N'importe quoi. Vive le Cameroun libre. Et voilà. Bon. Au revoir, ma soeur. Au revoir, ma soeur. Voilà, monsieur, dame. Bonjour, monsieur, dame. Ah ouais, non, mais c'était trop drôle. Vous pouvez pas éviter ça. Avec son magnifique boubou sur la tête, elle était belle, mais alors qu'est-ce qu'elle a gueulé? On aurait dit qu'on égorgeait un cochon. C'est quoi ça? C'est ça la politique? Ah, je bois un petit coup parce que je suis pas trop habitué à gueuler. Donc, bon, bah là on va moins rigoler. Hein. Ah bah non, on va pas rigoler du tout même. Alors, en dehors de notre preview, hein, c'est le prochain film qui va sortir, c'est Mes aventures au Cameroun. C'est comme Tintin chez les soviets. Je vous ai écrit un petit texte ce matin, j'ai même pas eu le temps de le relire. L'anarchie n'est pas ce que les bourgeois pensent qu'elle est. Parce que depuis qu'on a eu la manifestation des froussards rouges, on n'arrête pas de les entendre, mais c'est un poème, hein, c'est un poème de bêtises, d'abrutissement épouvantable, d'inculture. Oh là, l'inculture. Alors donne la main et te bouffe le cou. Ouais, c'est exactement ça, c'est ce niveau-là. Ah, et on va se calmer. On va se calmer, je vais demander à Louloute. On se calme, hein, Louloute? Oui. L'autre à la détente. Mais où tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la couture? Tu fais quoi? Non, je prépare le repas. Ah, mais tu sais très bien que je faisais une capsule. C'est trop tard. Non, mais t'inquiète pas, ça va seulement cuire. Ça va seulement cuire. On arrête de s'amuser, hein?
avec nos frères et nos sœurs. Maintenant, tu me laisses travailler. Au revoir. Allez. Alors, l'anarchie n'est pas ce que les bourgeois pensent qu'elle est. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le destin de notre société. C'est la comédie humaine dont nous sommes les infortunés acteurs, placés là dans une mise en scène construite depuis fort longtemps. Les acteurs s'agitent, parfois ils hurlent, souvent ils pleurent, comme moi, face à tant d'impuissance générée par le mépris de classe. Et toute l'énergie de la volonté des hommes de bonne volonté ne parviendra pas à venir à bout de ce piège tendu par ces monstres agissant au pouvoir, qui parlent d'anarchie comme effet repoussoir, de la protection de leurs intérêts personnels. Mais, deux points ouvrez les guillemets, il y a 2 ou 3 années seulement, la grande presse parisienne ne soutenait-elle pas que la seule philosophie de l'anarchiste, c'est la destruction, son seul argument, la violence. Cependant, on a tant parlé récemment des anarchistes qu'une partie du public a fini par lire et discuter nos doctrines. Quelquefois même, on s'est donné la peine de la réflexion. Et en ce moment, il y a, du moins, un point de gagné. On admet volontiers que l'anarchiste possède un idéal. On le trouve même trop beau, trop élevé pour une société qui n'est pas composée que d'hommes d'élite. Je vais relire cette phrase parce qu'elle est très belle. On admet volontiers que l'anarchiste possède un idéal. On le trouve même trop beau, trop élevé pour une société qui n'est pas composée que d'hommes d'élite. Alors l'anarchie, ce n'est pas que la bande à Bono, hein, loin de là. C'est aussi de très grands intellectuels et de grands philosophes qui sont non violents. Bon, il y en a qui sont violents, bien sûr. Pas tous. Mais n'est-il pas trop prétentieux de ma part de parler d'une philosophie là où, au dire de nos critiques, il n'y a que des visions pâles d'un avenir lointain? L'anarchie peut-elle prétendre à posséder une philosophie lorsque l'on refuse d'en reconnaître une au socialisme? Le botaniste et le zoologiste étudient l'individu, sa vie, son adaptation au milieu, des changements qui se produisent en lui sous l'action de la sécheresse ou de l'humidité, de la chaleur ou du froid, de l'abondance ou de la pauvreté, de la nourriture, de sa plus ou moins sensibilité aux actions du milieu extérieur, naîtront les espèces. Alors, il y a les espèces vivantes, il y a les espèces de cons, il y a les espèces de dindes, il y a les espèces de bobos et de bonobos. Il y a beaucoup d'espèces. Et les variations de l'espèce ne sont plus pour le biologiste que des résultantes des sommes de variations qui se sont produites dans chaque individu séparément. L'espèce sera ce que seront les individus, subissant chacun les mêmes influences, sans nombre des milieux dans lesquels ils vivent et auxquels ils répondent chacun à leur façon. L'individu est tout un monde de fédération, il est tout un cosmos à lui seul. L'anarchisme, c'est la société des hommes entrant en possession de tout le capital social accumulé par le travail des générations précédentes, s'organisant pour mettre ce capital à profit dans l'intérêt de tous, et se constituant de sorte à ne pas réformer le pouvoir des minorités. C'est quand même pas monstrueux, ça. La société des hommes entrant en possession de tout le capital social accumulé par le travail des générations précédentes, s'organisant pour mettre ce capital à profit dans l'intérêt de tous et se constituant de sorte à ne pas réformer le pouvoir des minorités. C'est quand même l'un des plus beaux idéaux, et c'est idéal. C'est la République idéale, c'est-à-dire offrir à chacun de bénéficier des biens qui ont été accumulés par ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et les arrière-grands-parents des voisins, des voisines, des cousins, des cousines. Bon, c'est les mêmes, mais est-ce que c'est si critiquable? C'est à la fois l'abondance sociale et communautaire. Elle comprend dans son sein une variété infinie de capacités, de tempéraments et d'énergies individuelles. Elle n'exclut personne. Ce n'est pas les froussards rouges, ça. Hein. Elle appelle même la lutte, le conflit, parce qu'elle sait que les époques de conflit, librement débattues, sans que le poids d'une autorité constituée fût jeté d'un côté de la balance, furent les époques du plus grand développement du génie humain.
et là c'est assez important, reconnaissant que tous ses membres ont de fait des droits égaux à tous les trésors accumulés par le passé, elle ne connaît plus la division entre exploités et exploiteurs, entre gouvernés et gouvernants, entre dominés et dominateurs, et elle cherche à établir une certaine compatibilité harmonique dans son sein, non en assujettissant tous ses membres à une autorité qui, par fiction, serait censée représenter la société, une autorité qui, par fiction, serait censée représenter la société, non en cherchant à établir l'uniformité, mais en appelant tous les hommes au libre développement, à la libre initiative, à la libre action et à la libre association. Voici un pot pourri d'un texte du prince Kropotkin, l'anarchie, sa philosophie, son idéal. Ça a été publié aux éditions de Londres. Et vous voyez que le prince Kropotkin, il a écrit cela il y a, on est en 2018, il y a plus de 120 ans. C'est quand même intéressant. Non? Si. Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça même passionnant parce que je me retrouve dans ces dernières paroles, je vais les répéter parce qu'elles sont importantes, reconnaissant que tous ses membres ont de fait des droits égaux à tous les trésors accumulés par le passé, je sais que ça va parler à certaines personnes, elle ne connaît plus la division entre exploités et exploiteurs, ce que nous souhaitons, entre gouvernés et gouvernants, entre dominés et dominateurs, et elle cherche à établir une certaine compatibilité harmonique dans son sein, non en assujettissant tous ses membres à une autorité qui, par fiction, serait censée représenter la société, non en cherchant à établir l'uniformité, mais en appelant tous les hommes au libre développement, à la libre initiative, à la libre action et à la libre association. Eh bien, si tel est le cas, je suis un anarchiste, et je suis un anarchiste pourquoi? Parce que je veux un monde de partage et d'unité sociale. Voilà ce que je veux. Car le monde d'unité sociale est un monde harmonique. À partir du moment où le gouvernant opprime le gouverné, nous ne sommes pas dans un monde idéal, nous sommes dans une dictature et c'est exactement ce qui se passe ici en France et c'est pourquoi les Gilets jaunes se sont soulevés parce que c'est exactement également ce qu'ils recherchent. Donc, au lieu d'attaquer les gens, les frossards rouges en insultant, en traitant d'analphabètes, je pense que vous êtes des analphabètes, vous, les froussards rouges, que vous ne connaissez absolument rien ni à la politique ni à l'économie, et que un minimum de culture et d'éducation, comme vous semblez le reprocher aux autres, eh bien vous serez nécessaire pour apprendre les vraies définitions. Est-ce donc si mal que de souhaiter le bonheur de tous sans penser à son ego? C'est une question que je vous pose. Est-ce donc un crime que de souhaiter le bonheur de son prochain comme à soi-même? C'est cela le crime de paresse et de fainéantise. C'est cela que d'être analphabète humaine. C'est un jeu de mots. C'est cela que d'être analphabète humaine, analphabète à manger du foin, comme d'autres bouffent du fion et violent les enfants après leur petit four sur canapé rouge du sang des nôtres. Le méchant petit homme qui nous sert de tyran d'eau de vaisselle dans son scaphandrier percé, le faux fuyant des traîtres empoulés, l'homme est un empaffé, empaffeur, qui apprécie l'empapaoutage. Ce papatéou, papaouté, est un appariteur, c'est l'admirable mécano de la générale, qui a bouffé 1000 fois ses doigts, chargé de faire avancer ce train en marche, coûte que coûte, et contre toute attente du peuple légitime auquel ses maîtres ont retiré tous les droits fondamentaux par un corpus de lois tenu dans les mains des papes à travers le code justinien. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. On remercie Stromae pour cette très belle chanson. J'ai mal au Stromae. Oh non, surtout pas de Malox, trop d'alu, ça fait mal au cul autant que les taxes et les impôts de chambre, directs et indirects, quel mauvais sport, celui-ci pratique dans sa boutique des horreurs.
Ce pourrait être une divine comédie, mais c'est le Tartuffe de Molière qui se joue ici, et nous sommes tous les dindons de la farce, sombre farce et mauvaise comédie humaine. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Écrivait Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné. Misérable criminel, quel crime ai-je donc commis, et quel crime fais-je commettre à la société des hommes brisés? Que celui de parler et de rire, que celui d'écrire des pamphlets et recherche pour éclairer ce peuple des misères qu'on lui cache. Pourtant, il est bien présent, ouvrez les guillemets, ce flot de peuples joyeux qui déjà se hâtent sur les forums pour donner leur avis, pour apporter leur expertise, pour complimenter non pas l'homme, mais le principe de liberté de parole. Et ces gendarmes, ça c'est Victor Hugo, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir, moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meurt, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table qui pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà, ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Toujours pris de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Vive le français, vive cette langue sublime, que les Macron, les Hollande, les branleurs en tout genre font tout pour détruire cette langue admirable. Cette langue structure notre esprit. Ah ça, oui. Et ça, ils le savent très bien. J'allais dire, ils ne le savent pas parce qu'ils sont incultes. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des criminels de la pensée. Ce sont des criminels du cerveau et de l'intelligence. Voilà ce que sont ces gens. Et ils font de nous, enfin pas de nous tous, pas ceux qui me suivent, parce que ceux qui me suivent sont certainement aussi éveillés que moi. Ils font de tous les autres, de tous ces pauvres airs qui se baladent avec des casseroles. Macron, Macron, gilet rouge contre le gilet jaune. Ils font contre ces pauvres ahuris, abétis, rendus idiots, par le manque de culture, par le manque d'éducation, par le manque d'instruction, par le manque d'amour de la poésie, par le manque d'amour de la résonance des mots. Vous ne voulez pas apprendre de poésie? Pas de problème. Regardez Les Enfants du Paradis. Les dialogues de Prévert sont magnifiques, magnifiques. Chaque phrase est un poème. Regardez le vieux cinéma, où on parlait encore le français, les films de Gabin, de Pierre Freinet, de tous ces acteurs, Daniel Darieux. Bon, c'est vrai, Freinet, Daniel Darieux travaillaient un peu pour la collaboration, mais passons. Le Vigan également. Le Vigan, alors lui, c'était un vrai, hein. Mais c'est quel grand acteur. Il y a tellement de ces films que l'on met au pilon, quelque part, parce qu'ils sont la mémoire de notre langue. Tous les films de Pagnol qui sont oubliés. Quel malheur. La pomponnette, salope. La femme du boulanger, c'est admirable. Le destin qui s'annonce est bien sombre. Malgré les efforts, malgré les volontés, nul ne pourra y échapper. La vérité est en marche avec le déclin de notre société. Riches et pauvres se retrouveront bientôt à lécher la même gamelle. On se réjouira de laper une trace de sauce avec 1 millimètre de viande, alors que les autres feront la queue pour donner eux aussi un coup de langue à leur tour. Déjà, les femmes vendent leur corps pour manger dans le silence assourdissant des gouvernants qui s'en payent une bonne tranche. Bientôt, les mères au foyer, si ce n'est pas déjà le cas, et puis leurs filles qui jouiront davantage en voyant un cuisseau de porc salé étalé sur le lit comme un salaire d'un coup de rein. Les Rothschild ont vendu leur fiducie. Les Rothschild ont vendu leur fiducie le mois dernier. Je vous en ai déjà parlé. Mais vous êtes aveuglés par le spectacle de rue et les commentaires, par les débats télévisés qui occupent la pensée et l'âme de chacun, par la bande de la 5 avec le suffisant Patrick Lecon et sa haine,
de la misère sociale, petit bourgeois détestable, je sais tout de je ne sais rien, flic du PAF pour surveiller et punir toutes les interventions contradictoires et surtout en faveur quotidienne de cette organisation criminelle qui régit la presse en publiant exclusivement des fake news pour endormir le peuple et flatter les froussards rouges du sang de leurs hémorroïdes qui vont leur péter à la gueule comme une grenade de désencerclement. Patrick Lecon et sa haine limitent la réflexion profonde de son auditoire, de celle de la réalité, en s'écoutant déblatérer des sottises d'un niveau aussi pathétique que devant un homme d'esprit, le crétin se liquéfie. Car d'esprit es-tu là? Non, il n'en a pas. Ainsi, lorsque les maîtres banquiers vendent leurs actifs, c'est que se prépare un krach boursier. Un krach boursier d'envergure internationale et une guerre par-dessus le marché. Il faut s'acharner à noyer le poisson pour que le peuple ne voie rien, pour que les riches fuient dans les paradis fiscaux. Ensuite, les corrompus ont voté des lois pour séquestrer les comptes en banque en cas de crise boursière afin de ruiner chacun. Et pendant que les froussards rouges invectivent les gilets jaunes en se croyant protégés, Macron continue son entreprise de destruction du pays en divisant le peuple pour mieux régner et permettre à ses amis de planquer cet argent qui nous manque tant. Regardez Danny Boone, il a tout planqué. Parce qu'il est au courant. Il s'en fout. Vous pouvez l'insulter, il s'en fout. Quand vous lécherez la gamelle de votre voisin, lui, il se tapera un steak tartare là où il est. Il aura de quoi le payer. L'escroquerie est parfaite, elle est sublime, car c'est l'école des matérialistes doctrinaires qui n'ont pas su se défaire de la religion de l'État. Cet État fondé au XVIe siècle en Europe pour contenir les pauvres et les obligations fiduciaires. Les gilets jaunes, ouvrez les guillemets, ne veulent voir dans toute l'histoire humaine, dans les manifestations les plus idéales de la vie, tant collective qu'individuelle de l'humanité, dans tous les développements intellectuels et moraux, religieux, métaphysiques, scientifiques, artistiques, politiques, juridiques et sociaux, qui se sont produits dans le passé et qui continuent de se produire dans le présent, rien que des reflets et des contre-coups nécessaires du développement des faits économiques. Et que parmi tous les faits économiques matériels, les faits par excellence constituent la base essentielle, le fondement principal dont tous les autres faits intellectuels et moraux, politiques et sociaux ne sont plus rien que les dérivatifs obligés. Michel Bakounine, encore un grand philosophe d'origine russe, ça aussi plus de 120 ans. Sur cette dernière réflexion profonde, nous vivons une époque formidable. Je vais demander un commentaire éventuel à Dame Louloute. Dame Louloute? Oui. Un commentaire peut-être? Non, pas tout de suite. No comment. C'est plutôt inquiétant. Non, mais je t'écoute avec beaucoup de... Tu maîtrises tellement bien tes sujets, c'est vraiment... c'est passionnant. Passionnant. Oui. Comment faire une femme passionnée? Passionnez-la. Voilà. Enfin, c'était de la dynamique quand même le début de ta capsule. Ah oui. tu revais un coup de fourchette et de casserole? Ah, très bien, oui, vas-y. Moi aussi, je sais faire ça, hein. Avec une arme de 3e catégorie, en fourchette. Et elle n'est pas arrêtée, hein. Vous avez juste un masque en papier, les gilets jaunes, du sérum physiologique, et alors là, attention, c'est des armes, c'est des criminels. Garde à vue, 7300 € d'amende. Mais elle y va, hein. Avec ça, elle va peut-être faire une soupe d'œil. Une soupe d'œil! Ah, au secours! Portons plainte! Elle a voulu faire une soupe d'œil! Ben oui! Ben elle l'a pas fait! Eh ben alors, les gilets jaunes, ils sont arrêtés, ils ont rien fait, ils sont même jugés! Ben on la voit quand même faire ça dans la vidéo! Hein, la casserole et la fourchette, qu'est-ce qu'elle attend? Elle va faire des récoltes d'œil? Comme ça? Hein? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces genres? Bon. On va continuer. J'en ai d'autres pour vous, et des sacrés. Avant de continuer, je voudrais remercier
toutes les personnes qui contribuent à cette cagnotte pour nous permettre à toutes et à tous de bénéficier d'un réseau où on pourra diffuser de l'information. Où vous, ou moi, je vous donnerai la parole. Je vous laisserai diffuser de l'information. Nous allons faire du nouveau journalisme. Nous allons faire du vrai journalisme, du journalisme de rue. Et vous en serez les premiers et les principaux acteurs, et vous en serez les principaux journalistes. Alors bien sûr, ça sera vérifié. On essaiera quand même de vérifier et de contrôler. On aura sans doute beaucoup de trolls, parce qu'ils sont nombreux, qui viendront proposer des fausses infos. Mais on essaiera de trier. Et puis nous ferons des conférences avec des gens brillants, intelligents. Ça sera quelque chose de très grand. Et c'est grâce à vous. Alors je voudrais remercier Maria Grenier, Nathalie Ougnon, Bruno Ducom, un anonyme, Elisabeth Trébuchet, Nadine Fabrizi. Merci beaucoup madame, parce que vous avez fait un don énorme. Merci. Par rapport à vos moyens. Et c'est ça que je trouve admirable. Des gens qui ont très peu de moyens et qui donnent ce qu'ils peuvent. Mais c'est magnifique. Vous êtes admirable et je vous adore pour ça. Parce que c'est tellement bouleversant. Je vous trouve que vous êtes extraordinaire. Priscilla So-Brahmanienne, Maria Hidalgo, un anonyme, Thierry Cicérone, Véronique de Sainte-Marie, Aline Gosselin, Grieco Christine, Patricia Tréguer, un anonyme, Alima Becker, un anonyme, un deuxième anonyme, Rachel Massonnet, anonyme, Farah Beltaoui, merci madame, anonyme, Vianney Tisler, Muriel Fajot, Maria de la Paz Blanco, Olivia Delaporte, Sylvie Pouillet, anonyme, Jocelyne Coulet, Myriam Silla, Isabelle Planck, comme le mur, merci, Jean Pérez, Isabelle Obscure, Evelyne Frey, Virginie Trabot, Dominique Salamolar, c'est une grande amie à moi, c'est une femme remarquable, et puis à Louloute aussi, une femme remarquable. Et je travaillerai aussi avec elle, parce que c'est une spécialiste des fréquences, et elle a un énorme talent et d'énormes connaissances à offrir à la société. Ne vous inquiétez pas, ce site sera extraordinaire. Carole Billon, anonyme, un anonyme que je ne connais pas, qui m'a mis un petit mot et qui m'a donné une grosse somme, enfin qui nous a donné une grosse somme. Et je le remercie, mais vraiment de tout cœur. Je remercie de tout cœur tout le monde. Que ça soit des petites, et surtout les petites sont celles les plus bouleversantes, les plus grosses sont celles les plus surprenantes. Mais tous, vous êtes extraordinaires. Anonyme encore, Marie-France Di Palma, un anonyme, Lydie Fontaine, Marie-Claude Emery, un anonyme, Alain Delbecq, Isabelle Granet, Joseph Sébastien, Nathalie Weichdich, Hervé Avila, Hélène Pointet, Denise Vade, un anonyme, Michel Fréva, un anonyme, Cédric Burgy, Johnny Biren, Elisabeth Desgremont, Valérie Grumeau, Annie Guenier. Voilà pour... Je regarde parce que j'avais écrit encore des citations, mais non. Voilà pour les remerciements pour les participants à la cagnotte. Alors, ceux qui prétendent qu'elle ne fonctionne pas, il y a deux types de personnes qui prétendent qu'elle ne fonctionne pas. Il y a les trolls qui ne veulent pas qu'elle fonctionne et qui inventent qu'elle ne fonctionne pas. Et il y a ceux qui n'y arrivent pas parce qu'ils cliquent au mauvais endroit. Alors vous regarderez sur la dernière vidéo, je le mettrai sous celle-là aussi, il y a quelqu'un qui a expliqué comment y parvenir. Et si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Votre soutien amical est aussi très important. Vous diffusez la cagnotte. Certains ou certaines disent « Elle est où la cagnotte ?» On n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas de la mettre à chaque fois dans les commentaires. Bon. Autre chose, il faut savoir que Pascalina, qui s'occupe entre autres de gérer le chat, comme il y a de plus en plus de personnes, elle n'a pas beaucoup de temps avec les gens qui font de mauvais humour, alors c'est supprimé d'office. C'est même radié. Alors, si vous faites du mauvais humour, si vous êtes grossier, si vous êtes insultant, même envers Macron, hein, parce que moi
je l'insulte poliment, je veux dire, si je me moque de lui. Si vous ne gardez pas une certaine distance, et si vous rentrez dans la grossièreté de comptoir, c'est même pas drôle en plus, ou si vous êtes antisémite, homophobe, ou je ne sais quoi. Antisémite, c'est soit contre les Arabes, soit contre les Juifs, soit contre tout le monde. Hein. Les consignes, c'est d'éliminer, de supprimer. Alors, on en a supprimé beaucoup parce que... Alors, les royalistes, les fondamentalistes chrétiens, les fondamentalistes musulmans, les fondamentalistes hébreux, tous les fondamentalismes sont éliminés tout de suite. Tout de suite. On n'est pas là pour faire de la propagande pour les uns ou pour les autres. Et on a remarqué, avec Pascal, que ces venues subites de royalistes ou de chrétiens fondamentalistes ou de je ne sais quoi, eh bien, c'est des vagues de trolls pour discréditer tout le travail que nous faisons. Eh, c'est un royaliste. Eh, c'est un chrétien fondamentaliste. Eh, c'est un antisémite. Eh, c'est un sioniste. Eh, c'est supprimé. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début de la vidéo à travers le texte, moi, je me fous de savoir ce que vous êtes, quelle couleur vous avez, quelle taille vous avez, du pays d'où vous venez. Je m'en fiche à partir du moment où vous donnez votre main à votre prochain. C'est tout. À partir du moment où vous décidez de vivre dans un monde meilleur, participatif. C'est celui-là, c'est ce monde-là, moi, que je valorise. Et ce sont ces gens-là que je valorise. Alors tous les autres, vous pouvez vous amuser, vous serez éliminés tout de suite. Tout de suite. Radiés. On n'entendra plus jamais parler de vous. Alors vous pouvez venir avec des profils, on sait qui c'est. Je ne veux pas leur les nommer parce que ça fait plaisir aux démons quand on les nomme. On sait qui sont ces gens-là. On le sait, on les connaît. C'est des habitués, c'est des trolls, c'est des pirates informatiques qui nous ont fait beaucoup souffrir cet été, Être en liberté et moi-même. Ils nous ont attaqués, ils se sont alliés à cette racaille-là, ces autres faux sonneurs d'alerte. Ils nous ont insultés, traités de tous les noms. Ils ont voulu ils nous ont traînés dans la boue. Et nombre d'entre vous leur ont fait confiance. Vous les avez crus et vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis, absolument. Vous avez eu des paroles honteuses nous concernant. Simplement parce que vous avez fait confiance à l'abruti de la Pampa, ou à Rambo, ou à tous ces méchants personnages. Et puis après, vous vous rendez compte que, ah ben non, en fait, ils sont gentils. Eh oui, eh oui. C'est ça la manipulation. Mais on a pardonné, nous. Nous, on ne vous a pas insulté pour autant. Alors maintenant, on va reprendre notre combat pour les gilets jaunes. Femme de mon âge, qui a 70 ans, vous les menacez sur la tête comme ça. Est-ce que c'est normal? Mais vous, les journalistes, vous n'avez vraiment pas fait votre boulot, quoi. Il s'est passé des semaines et des semaines. Les manifs s'enquillaient sans que personne ne dise ce qui se passait. Voilà. Vous êtes là pour relayer l'information et pas être au sort de Macron et du gouvernement ici. Et là, c'est ce que vous êtes. Peut-être pas la totalité, mais en grande majorité. Et là, c'est une manif quoi? C'est une manif pour Macron? Oui, bien sûr. C'est une manif politique? Oui, politique. Comme la police. La police de Macron, elle est politique. Et là, vous êtes venu dire quoi en fait? Vous êtes venu On intervenir est venu pour ces gens-là. Parce que si tu avais reçu, si tu avais un œil en moins, je pense que tu verrais les choses autrement. Il y a des journalistes évidemment qui se sont retrouvés à l'hôpital. Hein. Moi je dis que les gilets jaunes qui lancent des pavés, ben, ils sont excédés, mais c'est pas mieux quoi. Je veux dire, bien sûr qu'on peut faire très mal à quelqu'un, mais ça c'est systématique quoi. C'est systématique que les gens qui sont dans la rue en gilets jaunes, eh ben, vous allez dans la province, vous allez voir comment ils vivent, c'est la misère la plus totale quoi. Donc ces gens-là ils ont le droit d'être dans la rue. Nous on dit à Macron, casse-toi, prends ta Macronie, fous le camp quoi. Point barre. Et eux, mais eux, ils sont dans la rue aussi, ils revendiquent le droit d'être dans la rue. Et ils ont le droit d'être dans la rue. On les aime pas, mais ils ont le droit d'être dans la rue. On a rien. Moi, ces gens-là, j'ai rien contre eux personnellement. Ce
ce qu'ils véhiculent, que je suis pas d'accord. Le macroniste, tout ça, le Macronie, excusez-moi, mais ils ont le droit d'être dehors, bien sûr. Mais nous, ça fait 12 semaines qu'on est dehors dans les jets de... vraiment une violence extrême. Moi, j'ai pas pu faire toutes les manifs parce qu'à 71 ans, c'est très compliqué. J'étais à l'étoile, j'ai cru que j'allais crever, quoi, carrément, quoi. Alors qu'ils ne viennent pas nous donner des noms. Nous, on est là depuis 12 semaines, quoi. Voilà. Et la misère, elle est grande dans les quartiers. Moi, j'habite Nanterre, dans un quartier vraiment pauvre, quoi. Mais merde, ils se rendent pas compte, tous ces gens, c'est la grosse bourgeoisie de Neuilly, de tout Paris qui vient là aujourd'hui. Ils savent pas ce que c'est que le réel, le quotidien, pour des jeunes qui sont en fac, qui n'y arrivent pas. Enfin, voilà. Nous, on a appris, par exemple, que les députés d'En Marche avaient coopté leurs enfants qui avaient fini leur droit et s'étaient arrangés pour le faire juste avant que la loi qu'ils avaient eux-mêmes votée soit faite. Donc, ils ont donné à leurs copains leurs enfants. C'est tellement facile, quoi. Et oui, la corruption en marche. Et ça, c'est une mamie de 71 ans qui est parfaitement au courant et lucide par rapport à la situation, par rapport au Froussard Rouge ou à Madame Boubou, hein, qui n'a rien compris. Alors là, je voudrais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, François Bégodeau. Alors lui, c'est un enseignant qui a fait un film qui a été primé à Cannes, mais c'est un intellectuel extraordinaire. Extraordinaire. Et il était sur la 5, dans cette émission que j'exècre. Alors quand je vais passer quelques temps avec maman, elle m'aimait la 5, je deviens fou. Je deviens fou. Parce que les intervenants, ils sont bêtes comme leurs pieds. Alors je vais essayer de vous la mettre en grand parce que ça... Voilà, ça c'est les bonobos parisiens, c'est la bien-pensance. Alors ça, je ne supporte pas ces crétins. Vous avez pu constater le jeu de ces journalistes médiocres. Médiocres, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un journalisme médiocre qui essaye de déterminer l'orientation de la... Mais vous ne nous avez parlé que de millions de compétitivité, Attends, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement... Ça suffit, taisez-vous. Parce que là, il y en a deux qui parlent en même temps. Donc, vous avez pu assister comment on fait de la manipulation. C'est-à-dire que vous faites une déclaration et tout de suite, ces gens qui sont versés dans l'art du contrôle mental, du contrôle du verbe, tout de suite, ces gens-là lui sautent sur le poil. Ah, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Il a parlé de Bakounine. Les mecs, ils connaissent pas. Ils ont jamais lu Bakounine. Alors, ils sont perdus, ils sont largués. Ah bah, on peut pas faire de commentaires. Bah, oui, c'est de la culture petite bourgeoise, mais très, très basse, très limite. Très limite. On a lu les grands classiques, et encore, on a lu les extraits du bac. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu vraiment les livres. Et quand on leur parle de philosophes très importants du début du XXe siècle. Il a parlé d'Ivan Ilitch. Personne n'a rien dit. Ivan Ilitch, vous savez qui c'est? C'est Lénine. Il parle de Lénine. Et eux, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas cultivés. Ils ne connaissent rien. Et on laisse ces gens incultes à la télévision pour détruire le savoir. Et là, ils sont tombés sur un os parce qu'ils sont tombés sur un homme extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, très calme, qui les a caressés dans le sens du poil en les faisant taire immédiatement. Et là, bravo. Là, c'est un homme admirable. Admirable. Et les autres, c'est vraiment des clowns. C'est les clowns de phrase 5. Alors maintenant, on va fermer le château, le loot. Ah bon? T'as peur des intervenants extérieurs? On continue, nous on ne se démonte pas. Là, évidemment, Juan Branco, qui est un type absolument génial, que vous devez milliers, centaines de milliers, apprendre à connaître. Millions de personnes dans le cadre de l'élection, mais aussi dans le petit cercle qu'il a constitué d'intérêts divergents qui ont cru trouver la solution en vous. Évidemment, vous ne pouvez pas résoudre. Il n'y a pas une solution qui complaise à tout le monde, parce que, en fait, c'est le problème de Macron. Macron se dirige
à l'horizontale aux personnes, c'est-à-dire qu'il va essayer de répondre à leurs désirs interindividuellement. Donc il répond au désir de l'un, puis au désir de l'autre, puis au désir de l'autre. On le voit dans sa façon de Mais faire ça de la s'appelle du politique. marketing, ça. Mais c'est presque... Non, parce que le marketing, en fait, va avoir un rapport à la masse. Alors que là, en fait, il va... Vous voyez, Macron m'a raconté cette anecdote. Segmenté, un marketing segmenté. Oui, à l'individu, quoi. C'est-à-dire vraiment à chaque individu. Alors quand c'est les individus qui représentent des intérêts, très bien, mais lui, il va vraiment... C'est-à-dire qu'on m'a raconté cette anecdote de quelqu'un qui l'arrêtait alors qu'il sortait de la rotonde, un taxi qui commence à lui dire « Vous êtes un salaud, je sais pas quoi ». Macron s'est arrêté et a pris 3/4 d'heure pour discuter avec lui parce qu'il ne supportait pas l'idée que quelqu'un ne l'aime pas ou ne soit pas d'accord avec lui. Il a pris 3/4 d'heure pour essayer de le convaincre qu'il avait raison. Et cette obsession de convaincre qu'il a raison, que ce qu'il fait est bien, c'est une constante dans l'exercice du pouvoir macronien, mais il semblerait qu'il veut le répéter avec chaque individu auquel il est confronté, sans à aucun moment en fait s'adresser à un commun, à un ensemble. Oui, mais Marco, en même temps, vous dites que c'est pas par humanité qu'il fait ça. Mais non, bien sûr que non, c'est un rapport de narcissisme en fait. Il y a un vrai rapport, et je ne veux pas rentrer dans les psychologisations, c'est pas du tout ce que je fais dans l'ouvrage, mais cette idée vraiment d'être toujours dans ce rapport de séduction est très important parce qu'il arrive pas à sortir du rapport interindividuel et du coup de sa propre individualité. Et c'est là où on peut bloquer les velléités de M. Macron. Donc il y a déjà... Et pourquoi est-ce que M. Macron fait ça? Il n'a pas forcément envie de tout privatiser, mais il sait très bien que s'il donne des gages de cet ordre-là, à ce que moi j'appellerais une forme d'oligarchie parisienne, un entre-soi dans lequel il y a un mélange d'intérêts financiers, politiques, où les grandes fortunes se font grâce à l'aide de l'État. Le capitalisme de connivence. Voilà, c'est ça. Une sorte de capitalisme d'État très français, dans lequel en fait des fortunes comme celle de Bernard Arnault se constituent des années 80 grâce à l'appui de l'État et d'un certain Laurent Fabius, etc. Et donc lui va s'insérer là-dedans et il va faire quelque chose que je considère comme extrêmement grave, il va brûler du capital d'État. C'est-à-dire qu'il va se faire monter et être propulsé par ces élites en se proposant comme un intermédiaire entre la fortune de l'État, c'est-à-dire de la population, et leur fortune à eux, en disant, voilà, je vais vous aider à privatiser telle ou telle entreprise, en tout cas, je vais pousser dans cette voie-là, je vais faire le CICE, c'est lui quand même qui conçoit le CICE avec Alexis Collère, qui est à l'époque directeur de cabinet de Pierre Moscovici à Bercy, et qui devient le secrétaire général de M. Macron lorsqu'il est élu. Et donc, il va se proposer comme ça, il va offrir ses services à cette petite élite qui, par cooptation, décide quand même une grande partie de la vie politique de ce pays, et permet d'être mis en avant dans les journaux, parce qu'ils sont propriétaires de 90% de la presse écrite, vous permettent parfois d'être invité aux 20h de TF1, si vous allez vers privées, des radios. Voilà. Et donc en fait, il va y avoir une sorte d'entre-soi qui va se constituer, et comme tous les candidats du système vont s'effondrer les uns après les autres, de Sarkozy à Fillon, en passant par Juppé, Hollande, Valls et compagnie, eh bien il va y avoir un moment ce candidat de substitution qui va émerger, parce qu'il aura, en fait, il se sera mis en avant, il sera monté grâce justement à cette proposition de pillage relative, il ne s'agit pas de tout privatiser, mais quand même en montrant, voilà, grâce à moi, vous allez pouvoir Voilà, renforcer votre position. Juan Branco exprime très très bien la situation de comment Macron a fait quelque part un hold-up, vraiment un hold-up pour être élu. C'est parfaitement malhonnête, par principe. Il va donner à tout le monde des possibilités, il va rendre des services à tout le monde, et tout le monde, c'est des gens très importants qui vont lui rendre service. Or, tout le monde sait que celui qui passe à la télé pendant une élection présidentielle, c'est celui qui va être élu. On a offert une tribune à Macron qui était phénoménale, phénoménale. On lui a offert la une de la presse écrite, on lui a offert la une des télés et des télés privées, on lui a tout donné. Regardez Asselineau. C'est un exemple. Je ne souhaite pas que Asselineau remporte une élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que Asselineau, malgré ses énormes qualités, ses énormes compétences historiques et de l'administration, j'ai un peu le sentiment qu'il se prend pour le général de Gaulle, dont il a une admiration farouche. Et on n'a pas besoin, aujourd'hui, d'un nouveau général de Gaulle qui n'est même pas général. Et Asselineau n'a eu pratiquement aucun mot pour la vaccination, pour ces questions qui sont très importantes pour les citoyens. Donc non, mais je ne discute pas ces analyses qui sont remarquables. Mais non, l'UPR, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. En tous les cas, pas pour moi. Et
Ah mais l'UPR, c'est pas la peine de m'attaquer, vous connaissez mon opinion. J'ai été à l'UPR pendant 1 an, j'ai déchiré ma carte quand j'ai vu que M. Asselineau n'avait aucune prise de position sur les vaccins. Donc c'est tout. Et puis après, quand il a tendu la main à M. Philippot, là j'ai dit ça suffit, on arrête de se foutre de nous. Donc c'est tout. Pour moi, tous ces partis ne sont pas représentatifs du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pratiquer une politique qui est toujours la même. Et ça ne changera rien. Ensuite, M. Asselineau est très mal entouré. Il a des anciens du Parti Socialiste et autres autour de lui, qui sont des jeunes loups aux dents longues, qui sont méprisants et méprisables. Oui, et hypocrites. Mais d'un niveau d'hypocrisie comme j'ai vu chez les socialos et que j'ai toujours détesté. J'ai toujours détesté ça. Et quand j'ai retrouvé ça à l'UPR, j'ai dit, bon, voilà, allez au diable, hein. Pas besoin de vous. Alors, on va revenir à la réalité, la triste réalité, parce que moi je ne vois pas trop M. Asselineau avec les gilets jaunes. Enfin bref, c'est normal, c'est pas le même discours. Alors, là je vous montre une vidéo d'une victime encore, une femme, à terre. Elle a été matraquée par un CRS alors qu'elle était handicapée, hein. C'est pour vous montrer le courage de la police. Mais ça, c'est fait exprès, exactement comme ils ont fait à Jérôme Rodriguez. C'est fait exprès pour motiver la haine des gilets jaunes contre cette bêtise, parce que c'est de la bêtise. Et comme la bêtise, c'est de la méchanceté, c'est pour motiver la haine contre cette bêtise crasse des CRS qui obéissent aux ordres. On leur dit qu'il faut vraiment les handicaper. Vous verrez tout à l'heure une vidéo d'un chirurgien, d'un neurochirurgien, qui a vu des scans de victimes des CRS et qui déclare que ce sont des blessures de guerre. De guerre. Alors après, quand on entend les politiques en marche, les élus, les ministres, les suppléants de Castaner, dire non, on n'a rien visé, nous, c'est pas nous, on va faire une enquête. Fais une enquête là-dessus. Et je t'insulte pas parce que tu te mériterais. Regarde-toi, putain, qu'est-ce que t'as fait là? Putain, ils ont dit rien, hein. T'inquiète, on t'a vu, toi. Détends ton masque un peu. Putain, chien de la casse, sérieux. Les matricules, ils sont où les matricules là? Hein les gars, les matricules? Ils sont où les matricules les gars là? Hein? Vous shootez les femmes là, les matricules, ils sont où les mecs là? Hein? Mais regarde-moi ça, regarde-moi les intelligents. Faites ce que j'ai fait. On veut pas vous taper les gars, on veut juste passer putain. Vous avez traité de fils de pute et de salope tout à l'heure. Ah bah ouais. Celui qui était avec son flashball, ouais. Celui qui était avec son flashball, ouais. Non, on veut juste passer. On a rien contre vous, putain, on veut juste passer. On a le droit de manifester, nom de Dieu. Oh. Couille un peu, toi. Ah, vous êtes beau derrière, vas-y. Enlève tes bordels, viens ici aussi, bande de chiens. Tapez sur les femmes, mais vous avez pas honte, sérieux. Ah, l'égalité, je vais t'en donner de l'égalité, toi. L'égalité, mais comment t'oses me dire ça, toi? C'est ça l'égalité? Taper sur les femmes, c'est ça l'égalité? Comment t'oses me dire ça, toi? Rigole pas, toi, c'est clair. T'inquiète pas. Ah non mais lui. Allez, belle l'égalité, comment t'oses me dire ça, toi? À taper sur des femmes, c'est ça l'égalité? Vous avez pas honte de rien, vous avez honte de rien. Taper sur une femme handicapée, non mais Allez, sérieusement, c'est un truc l'égalité, de ouf. reviens me le dire en face, quoi. C'est un truc de ouf. Vous êtes qui, mais sérieux, mais vous avez pas honte, les mecs, sérieux? qu'elle prenait aucun danger, elle avait une canne dans les deux couilles. Elle avait une canne. Putain, mais sérieux, mais vous êtes des oufs, c'est toi qui l'a fait, ça. Ah, c'est toi, tu le sais bien. C'est le grand con. C'est lui, là, qui l'a fait, filmez-le. Ah Il d'accord. tape sur les femmes avec une Matricule, il n'y a pas canne. le matricule, là, t'as faire un petit zoom sur les yeux là. Et il ose me dire, c'est ça l'égalité. Ah, la belle police française. Ah. Bon, c'est tout du même tonneau, je sais, ça va vous faire hurler. Moi aussi, moi ça me fait hurler. Alors, Jérôme Rodriguez. C'est un LBD 40. C'est indéniable. Les vidéos le prouvent. Aujourd'hui, j'ai reçu hier une vidéo qui est complètement décortiquée, mise au ralenti et dans tous les sens, où là je suis attaqué 2 fois, donc c'est-à-dire je prends une grenade au bas des pieds. À savoir qu'un des témoins qui était à mes côtés, lui, a eu le tibia déchiqueté par cette grenade.
Donc c'est tout ça pour insister sur le fait qu'une grenade, ça déchiquette. D'accord? On a vu l'exemple du garçon à Bordeaux qui a perdu sa main. D'accord? Donc ça veut dire qu'une grenade, on part en lambeaux. Je n'ai pas l'œil qui est parti en lambeaux et le scanner ne révèle aucune masse dans mon œil. Donc je n'ai rien qui n'est rentré dans mon œil si ce n'est un impact. D'accord? Les vidéos démontrent aussi, donc vous avez le policier de gauche qui m'envoie une grenade et le policier de droite qui me shoot avec son LBD. Donc j'ai été attaqué 2 fois. C'est une certitude absolue. La balle a été ramassée pour analyse, en espérant qu'elle ne soit pas souillée, parce que beaucoup de gens l'ont touchée. Puis là, l'IGPN qui vient de sortir de ma chambre sont venus. Voilà. Je sais, vous avez de quoi être en colère. Bah maintenant, on va les écouter, les génies, là. Les foulards rouges, c'est les génies. La manifestation aujourd'hui défendra la démocratie pour soutenir le président. Pour soutenir le président? Ok. Du coup, les gilets jaunes, vous n'êtes pas fan? C'est des irresponsables. Pas du tout. Contre la violence, pourquoi? Contre la violence. Ils ne connaissent pas les vrais problèmes, ils cassent et tout. Irresponsables. Les vrais problèmes? C'est quoi les vrais problèmes? Les vrais problèmes économiques. La démographie galopante, tout ça, c'est des vrais problèmes qui vous arrivent. Et c'est ça qui c'est un travail de fou, très difficile. L'Europe, qu'elle se disperse pas. Hein, c'est ça le vrai problème. C'est pas 2 centimes sur La France toute seule en face des géants. Il faut faire davantage de géants. Mais du coup, ils devraient faire quoi les gilets jaunes d'après vous? Bah oui, ils vont se mettre au travail. C'est tout. Et puis essayer de se remettre au travail, c'est ça la solution pour vous? Bien sûr, c'est se responsabiliser soi-même. Mais pleurnicher, pas faire des trucs. Voilà. On est toujours responsable de l'état où on est. De toute façon, on est soi-même responsable de l'état où on est. Souvent. Vous savez, les gens qui sont précaires et qui vivent des inégalités avec des grosses heures de travail à l'usine, ils ont raison quand même de se révolter, non? Oh, c'est du blablabla. Donc, simplement être logique et arrêter d'être des enfants gâtés. C'est tout. Et penser qu'il faut avoir le goût de l'effort. Beaucoup de notre jeune génération a perdu le goût de l'effort. Comme il a dit M. Macron. Je ne sais pas si Macron l'a dit, je n'ai pas le temps de l'entendre, mais moi je pense que le goût de l'effort pour la société c'est important. Et que les Français n'oublient pas que l'État, avant tout, ce sont les Français. Beaucoup de Français pensent se demandent ce que l'État peut faire pour eux. Ils devraient plutôt demander, eux, ce qu'ils peuvent faire pour l'État, en sachant que l'État fait tous nous ensemble. Mais les gilets jaunes, après, il y a eu 18 éborgnés et 4 mains arrachées. Mais toutes les manifestations, et quand il y a eu des magasins qui ont été pillés, qui ont été... C'est ça, oui, mais enfin, perdre un œil... Toutes les manifestations, je crois pas, madame, dans votre manifestation, il n'y a pas eu de main arrachée, ni d'œil crevé, alors dites pas n'importe quoi. Puis le monsieur précédemment, ben, c'est pas de lumière non plus, hein. Il répète bêtement ce qu'on lui a dit, il connaît rien du tout, ni en économie, ni en rien. C'est extraordinaire, ces gens-là, c'est vraiment les bonobos parisiens. Mais quelle honte! Tous au Niouf, mon Dieu. Alors le Niouf, je vous le rappelle, hein, c'est la prison. Hein. Bon, ça continue comme ça, c'est d'un niveau de collégien, on se croirait à Rome, hein, comme je vous expliquais, la Lazio contre la Roma. Vraiment les deux groupes de fanatiques qui se tapent dessus, qui s'invectivent, qui se traitent de tous les noms. Alors il y a tout. Hein. Alors, ah oui, j'y avais pensé, j'en avais parlé un petit peu avec Louloute. Je me dis, mais tu te rends compte si on commençait à imager les insultes? Enculé. Alors, il faut l'imager. Un type qui se fait traiter d'enculé. Ça veut dire que celui qui l'insulte, il est en train de le voir se faire sodomiser. Alors il serait victime, dans le fond.
Non, il en fait un coupable, donc un pervers, ou un homosexuel. C'est pas une perversion l'homosexualité, au contraire. Il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, parce que maintenant, avec les LGBTQ, on ne peut plus rien dire. Avec toutes ces associations satanistes, parce que ce sont des associations satanistes, dans mon dernier livre, j'ai publié une publication d'une LGBTQ américaine qui dit qu'il faut tuer tous les enfants mâles. Et là, il n'y a personne qui dit rien, il n'y a aucun procès. Et c'est publié sur YouTube, hein. On la voit, c'est une très jolie femme, cheveux très courts. Ah, il faut tuer tous les enfants mâles. Ah ben moi, ça fait mal au cul, hein, quand j'entends ça. Un bébé, c'est un bébé, hein. Moi, je te dis, je n'ai jamais frappé les femmes, je ne frappe pas les femmes, mais si tu veux tuer un enfant mâle devant moi, je te fous dans la Seine, hein. Il n'y a pas de problème. Ou dans l'île, hein, à Strasbourg, hein. Il n'y a pas de problème, tu ne toucheras pas un enfant devant moi. Hein. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Ce sont des satanistes. Le sacrifice des enfants, c'est des actes satanistes. Et alors là, les LGBTQ, ils ne sont pas excusés. Hein. Il n'y a rien. Donc, imagez les insultes, trou du cul. Le mec, on a entendu aussi plus tard, trou du cul. Alors, on voit un gros trou du cul. C'est-à-dire, on voit pas, c'est pas personnalisé, on voit pas la personne. La personne, c'est un gros trou du cul. Donc, c'est un trou du cul qui se promène. Je me souviens quand j'étais à l'armée, les gars disaient « Eh, vas-y, elle est PD sexuelle. » Hein? Ça veut dire quoi, ça? Et plein d'insultes comme ça. Mais c'est absolument délirant. Délirant. Essayez d'imager tout ça. Et quand vous imagez, c'est là que vous vous dites que ceux qui insultent sont vraiment des abrutis. Vraiment des abrutis qui disent n'importe quoi. Parce que s'ils réfléchissaient à ce qu'ils disaient, ou à ce qu'ils disent, eh ben, ils ne le diraient plus. Ben voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? On va juste faire un truc. Non, ça je l'avais déjà montré. Ah, ce monsieur. Ils ont envoyé le parti de marche, la République de marche, de mer, ils ont envoyé. Contre les froussards rouges. Hein. Gilets jaunes, ils vous emmerdent. Vous êtes en colère contre les foulards rouges, monsieur? Ben oui, monsieur. Ben oui, monsieur. Je suis gilet jaune, hein. Oui, monsieur. Je m'en fous. Même, je parle, même vous n'êtes pas un gilet jaune, je m'en fous. Il n'y a que la vérité qu'elle blesse. Ils sont contre les pauvres. Voilà. Les travailleurs pauvres, ils travaillent comme des esclaves dans les casinos, dans tout. Et ils remplissent leurs poches. Ah ben, la dictature. Notre frère, il a perdu l'œil hier. Un jeune de 40 ans qui est l'âge de mon fils. Il est à l'hôpital. Prochain. Même je meurs, je lâche pas, moi, je m'en fous, on lâche pas. Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on vit, nous? Alors nous, on vit. 1000 euros, 1400 euros, on vit. Ils nous foutent de la gueule. On meurt. Vivre ou mourir. Pardon, moi je travaillais à Saint-Gobain. Je suis tombé après malade. J'ai pris une invalidité. Voilà. Et j'ai eu 600 euros. Je m'en fous de moi. Je parle pour mon fils, moi. Mon fils, il a 40 ans. Il a 4 filles. Il ne boucle pas le mois. Et vous, vous êtes tous mes enfants. Je parle pas de mon fils. Et vous? Celui qui est riche, il ne pleure pas pour les pauvres. C'est ça la démocratie. Hein? Ils poussent les uns contre les autres. Ceux qui parlent sont des fachos. C'est eux qui sont des fachos. C'est eux qui sont des fachos. Ils sont bien placés. Ils ont rempli les poches dans les banques et dans les cases. Merci, monsieur. Il a tout compris. Alors maintenant, on va écouter une bonobotte. Par exemple, hier encore, pour l'acte 11, il y en a qui a perdu un œil à cause du flashball. Il n'avait qu'à pas venir. Excusez-moi, je suis très raide. Quand on est dans une manifestation qui n'est pas déclarée, hein, on trouble l'ordre public. Je suis désolée, c'est basique, vous voyez. Et tous les gilets jaunes, par exemple, hier encore, pour l'acte 11, il y en a qui a perdu un œil à cause du flashball. Il n'avait qu'à pas venir. Alors, chère madame, si vous étiez un tant soit peu éduqué en matière de droit, on peut faire une manifestation sans la déclarer.
Eh oui, on peut le faire. Oui, c'est la loi, c'est autorisé. On a le droit de manifester. Si vous lisiez les traités, hein, le traité de Vienne, entre autres, c'est marqué dedans. On a tous les droits. Sauf que dans la France macronisée, on n'a aucun droit. C'est pas pareil. Donc, ce que vous dites là, ça veut dire que si un jour vous vous faites renverser par une voiture devant nous, on pourra vous laisser crever, parce qu'on pourra dire, bah, elle n'a pas traversé dans les clous, c'est de sa faute. Bah oui, c'est de sa faute. Bah non, hein? Méchante, va. Alors, Jérôme Rodriguez, qui va remercier, mais c'est... T'as raison, Jérôme. Attends, où est-ce que je peux accélérer? Je me permets de faire un live. Dans un premier temps, j'aimerais remercier les street medics qui sont venus à mon secours au moment de l'impact du LBD 40 que la police m'a tiré dessus. Donc j'aimerais leur passer un message de cœur, les remercier d'avoir pris soin de moi, de m'avoir extrait de la situation et de... Je sais que j'ai été pas mal énervé, que j'ai mis quelques coups à certains, donc je m'en excuse. Mais c'était une situation pas mal critique et très douloureuse. À savoir que j'avais pleinement conscience de ce qui se passait et que j'avais pleinement conscience que je venais de recevoir une double attaque. Donc une attaque via une grenade de désencerclement et ensuite une deuxième attaque de par le tir de LBD 40. Donc merci aux street medics, merci pour le boulot qu'ils font. Et je voudrais surtout aussi leur apporter le soutien parce qu'ils en prennent plein la gueule aussi. Et qu'aujourd'hui ils se retrouvent confrontés... Allez, sérieux, ça commence. Que les street medics aujourd'hui se retrouvent confrontés à des théâtres de guerre. Donc ce sont des gens qui sont infirmiers, qui viennent donner du bénévolat et ils se retrouvent pratiquement à être médecins, à soigner des mutilés parce que ce sont des blessures de guerre qu'on est en train de subir aujourd'hui. Donc respect à vous les gars, ne lâchez rien, j'ai une pensée à vous et vous êtes formidables et vous faites du très très bon boulot et sincèrement merci pour ce que vous avez fait pour moi, merci pour ce que vous avez fait pour tous les autres blessés et j'ai une pensée particulière aussi parce qu'au sein de la manif de samedi il y a eu un décédé par crise cardiaque. Donc j'aimerais présenter toutes mes condoléances à cette famille, à la famille de cette personne. Je suis très triste de ce qui s'est passé. J'aimerais aussi présenter mon soutien aux street medics qui ont essayé de prendre soin à cette personne et qui sont très atteintes de n'avoir pu sauver cette personne. Donc je n'ai pas eu le prénom et de toute façon je ne le divulguerai pas sur live par respect pour la famille et pour cette personne. En ce qui me concerne, donc j'ai subi une opération de 4 heures, j'ai le globe oculaire qui a été fendu de l'avant vers l'arrière, donc j'ai dû être recousu. On m'a recousu le globe oculaire et aujourd'hui je n'ai pas la certitude de retrouver pleinement la vue de l'œil. Il faut que le sang qui est autour du globe puisse se drainer, puisse partir pour pouvoir avoir un bilan concret sur le fait si je pourrais revoir ou pas de l'œil. Donc ça c'est pour le statut médical physique on va dire. En ce qui concerne la psychologie et ce qui se passe dans ma tête, donc aujourd'hui j'ai conscience de ce qui m'est arrivé, j'ai aussi conscience de ce qui pouvait m'arriver. Comparé à d'autres personnes qui ont été blessées et qui, lors des premières manifs, eux ne s'y attendaient pas et le vivent psychologiquement plus mal que moi. Je pense à beaucoup de personnes, et en particulier Jean-Marc, parce que Jean-Marc, j'ai eu la chance de le rencontrer. Jean-Marc, alias Jim Love, sur Facebook, que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur le plateau d'Ardisson, pour qu'il puisse venir témoigner de sa détresse et du fait qu'il ait vraiment lui perdu son œil. Donc mon ami, je pense à toi et je pense aussi à tous les blessés. Je ne veux surtout pas être une sorte de symbole ou d'égérie des blessés, parce que beaucoup d'autres ont été blessés avant moi et il faut parler de tout le monde. Et je fais partie de tout ce monde-là. Je ne suis pas Jérôme le blessé, je fais partie des 2000 blessés et des personnes qui sont toutes décédées. Au cours de ce live, Jérôme Rodriguez va également appeler au pacifisme, comme moi. Malgré sa profonde douleur, malgré son handicap actuel, il demande
D'ailleurs, il a parlé avec Éric Drouet, qui a été tellement choqué par ce qui était arrivé à Jérôme Rodriguez. Il a été tellement choqué qu'il a eu des paroles un peu violentes. Et Éric Drouet, après avoir parlé avec Jérôme, a retiré ses posts et a appelé au pacifisme. Et exactement, et c'est ce qu'il faut faire. Je sais que ça vous énerve, je sais que le pacifisme jusqu'à quand, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ceux qui sont en face, ces flics, ces CRS, ces flics de la BAC qui sont des lâches, parce qu'après ils vont se cacher derrière les CRS qui en prennent plein la tronche pour eux, ils n'ont même pas le courage de rester sur place, ou alors ils tapent surtout des gens qui sont menottés, comme on a vu une vidéo également à Toulouse, où un homme menotté s'est fait taper dessus, alors qu'il faisait rien, et qu'il est tombé dans les pommes. Il a été assommé par des flics de la BAC. Mais c'est des voyous, hein, c'est des gangsters. Donc, Jérôme Rodriguez, lui, appelle au pacifisme, au calme. Pourquoi? Parce que il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que l'objectif de Macron, c'est justement qu'il y ait une riposte. S'il y a riposte, il y aura, comme on dit en anglais, retaliation. C'est-à-dire que, alors là, ils vont y aller, ils vont sortir les armes, et quand je dis les armes, ce ne sera plus les armes non létales, ils vont sortir les armes létales, et ils vont tirer dans le tas. Et ce ne sera pas 15, 20 morts, hein, ce sera 10 000. C'est ça qu'ils veulent. Puis après, ils justifieront une guerre, et quand la crise économique va arriver, comme je l'ai dit dans le texte, ils auront tout. Et tout ce travail aura été fait pour rien. Et le problème pour eux, c'est justement que les pacifistes, les gilets jaunes, sont pacifistes. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à de la colère, à de la haine, à de la réaction. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Et ils ne l'ont pas eu. Et ils ne l'ont pas. Et donc ils sont dans la merde. Ils sont en train de perdre à cause de ça. Un neurochirurgien, j'espère que vous l'entendrez. Comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, et mes collègues m'ont rapporté des choses très inquiétantes. Les lésions sont des lésions de guerre quand même. Hein. J'ai pu voir des scanners anonymisés où on voit des patients avec des fractures du crâne très importantes, par exemple, comme le pompier qui a été blessé sur Bordeaux, sur Toulouse, ont eu des lésions vraiment très très graves au niveau crânien. Je pense que c'est pas acceptable dans le pays des droits de l'homme qu'on utilise ce genre d'armes. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de solliciter un moratoire sur l'utilisation de ces armes qu'on dit sublétales, parce qu'elles ne tuent pas autant que les armes à feu. Mais il y a une étude récente qui est parue dans le British Medical Journal qui a montré que lorsqu'on était blessé par une de ces armes, on avait une chance sur 5 de décéder ou d'avoir un handicap grave. Donc je pense que notre ministère de l'Intérieur, M. Castaner, doit vraiment prendre ces choses en considération. On sait très bien que la violence entraîne la violence. Et je ne pense pas que augmenter le niveau de répression dans les manifestations est une mesure qui va apaiser les choses. Voilà, merci docteur. Merci pour votre témoignage qui est tout à fait juste et nécessaire. Bon, il y a énormément d'informations, vous le savez. Je ne peux pas tout donner parce que ça fait des capsules. Voilà, alors ça c'est scandaleux. C'est pour montrer les gentils flics. Hein. Regardez la violence. Et voilà. Alors là, il peut lui péter une vertèbre cervicale comme ça. Il lui a cassé ses lunettes. L'homme est en sang maintenant, alors qu'il ne l'était pas. Voilà, ça c'est la violence policière inutile. Ça, c'est une matraque en métal qui est télescopique. C'est interdit par la police. Vraiment, moi, je n'ai pas d'autres mots. Ce sont des salopards. Hein. Je suis désolé pour mes mots, mais... Oui, c'est ça. Et le nazi, là, qui revient. Ce sont des salopards. Vous avez vu ce geste, ce coup de genou sur le crâne, juste là,
moi je voudrais voir les radios de monsieur. Hein. Je suis sûr qu'il va être handicapé à vie là-dessus. C'est très très grave ce qui s'est passé. Quand vous avez un accident de voiture, et que on vient vous sortir de la voiture, les pompiers font extrêmement attention, il y a une civière à côté. Il ne faut pas que l'homme se lève, ou la femme, ou l'enfant. Il faut qu'il soit transporté avec un... Comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus, avec ce truc-là sur la tête, pour que ça bouge pas, pour qu'on fasse une radio, pour vérifier si les cervicales sont bien alignées, s'il n'y a pas un problème, une subluxation, ou je ne sais quoi. Là, le mec, il arrive, il lui pète les cervicales, il l'attache, donne ton bras, on ne sait pas dans quel état il est, cet homme. Ah, moi, j'aimerais bien voir un scanner. Parce que là, et pas de matricule, impossible de les identifier parce que ce sont des voyous qui sont masqués. C'est absolument scandaleux, ça. Scandaleux. Alors, on va reprocher à des gilets jaunes d'avoir un masque pour se protéger des gaz lacrymogènes qui sont neurotoxiques, et on les condamne, mais eux, ils ont tous les droits. Ils prennent les gens au hasard, souvent les plus faibles, parce qu'ils ne sont pas courageux. Moi, je pense que ça aura des conséquences, hein, messieurs de la BAC. Moi, je suis un non-violent, donc la question ne se pose pas. Donc vous aurez, si vous m'attrapez un jour, vous pourrez me massacrer comme vous voudrez, hein, il n'y a pas de souci. Hein, je me laisserai faire, parce que je ferai comme lui. Mais j'imagine les conséquences qui viendront. Mais il y a des gens qui sont différents de nous, qui sont beaucoup plus violents. Hein. Et là, je pense que vous ne ferez pas le poids. Et ça arrivera, c'est inévitable. Parce que toutes ces vidéos que nous voyons, qui sont faites pour créer la haine chez nous, c'est vrai qu'on garde en nous un très mauvais sentiment. Moi, alors là, je suis arrivé à un stade où, quand on parle du suicide d'un policier, ça ne me blesse pas du tout. Ça me blesse pas du tout. C'est affreux, hein, c'est affreux de dire ça, mais à cause de ça. Je trouve ça scandaleux. On ne va pas pleurer maintenant sur des gens qui sont responsables d'actes délictueux et d'une violence sans tenir compte de la santé de l'individu. Ah, si on peut le tuer, on le tue. Et comme ils sont très courageux, ils sont à 3 sur un mec. Il n'y a aucun courage. Bon, on va arrêter là-dessus. Nous, ça nous rend malade, hein, je vous le dis tout de suite. On en est malade. Voilà un autre ivrogne quand même. Ce sont des gens qui ont 2 voitures et qui trouvent trop cher d'y mettre de l'essence dedans. Voilà. C'est des égoïstes, c'est des bourgeois. Ah ouais, c'est ça le mouvement des gilets jaunes. Faut trouver que les gilets jaunes, ils se plaignent alors qu'ils ne devraient pas se plaindre, ils sont privilégiés. C'est des pauvres qui ont 2 voitures. C'est pas des pauvres. Donc c'est pas des pauvres, évidemment, c'est pas des pauvres. Qui ont la santé gratuite, qui ont l'école. Oh, mais tais-toi, tu dis que des conneries, mais c'est pas vrai, mais ils sont bêtes à manger du foin. Mais Céline, il se régalerait à les décrire, ces imbéciles. Ils ont 2 voitures. Ils ont 2 voitures, ils sont des analphabètes, ils comprennent rien à l'économie, ils comprennent rien à la politique. Mais c'est drôle, ils sont en train de faire des ateliers constituants pour reformer justement la politique française, pour supprimer la corruption. Et ça, c'est un exemple, et ça passe sur toutes les télés. Mais ça va pas la tête. Bande de débiles mentaux. C'est des débiles mentaux, ces gens-là. 2 voitures. Mais attends, mais... T'as pas compris, espèce de vieil imbécile, qu'avec la prime pour acheter une nouvelle voiture, 4 000 €, même les pauvres qui ont des voitures en bon état, mais qui sont en panne, ne peuvent même pas les faire réparer. Ils ne peuvent pas faire réparer leur voiture, leur unique voiture. Pour exemple, nous, on a une voiture, elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle passe le contrôle technique, elle est nickel. Mais on n'a pas les moyens de s'en payer une autre. On n'a pas 2 voitures. Et on râle pas pour 2 centimes d'essence. On râle pour la corruption de ce pays que nous ne supportons plus. Parce que ça suffit de nous prendre pour des vaches à lait. Où est-ce qu'elle est? Dame Lolo, tu as des choses à dire? J'ai dit que c'est terrible tout ça. Non, merci. Et puis je voudrais simplement te dire que t'es un... Merci pour cet authentique humaniste que tu es, c'est tout. Voilà. Bon, tis-toi.
C'est la casserole de la doudou. On a commencé avec la casserole de ma soeur africaine hein, du Cameroun. Je crois qu'elle est du Cameroun. Voilà, on finira avec la casserole et la fourchette pour faire la soupe des yeux. Hein? Salut les gars. Elle n'est pas arrêtée. Hein? Nos collègues ils sont arrêtés, ils n'ont même rien fait. Alors, vive Macron, hein? Vive Macron. Vive les gilets jaunes. Voilà. Vive les gilets jaunes. Bon, allez, sur ce, je vous remercie. Alors effectivement, ces capsules sont préenregistrées, ce qui me permet de, après, pour le live, de pouvoir répondre à certaines questions, mais ça va tellement vite, j'arrive pas à répondre, et puis j'observe un petit peu, alors on discute avec Pascal, parfois sur « Ah, celle-là, je suis là, je l'ai, vas-y, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et papa est en haut, Lolo est en bas, au revoir. Merci pour tout. Allez. Passez une très bonne soirée, je vous dis à bientôt, gardez espoir, il en faut, et si vous avez des économies, c'est le moment de vous acheter une nouvelle voiture si vous pouvez, c'est le moment de partir en voyage, c'est le moment de dépenser votre argent avant qu'il ne vous le vole, parce qu'on va vous le voler, vous verrez, on va vous le voler, c'est inévitable. Alors ça c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Tu vas arrêter de faire du bruit toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que... Oui, tu crois que tu n'entends pas? Ah pardon. Je fais pas de... Au revoir. Au revoir. Donc c'est le dernier conseil que j'ai à vous donner. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Parce que les banques ont le droit de séquestrer vos comptes en banque. Et vous verrez, il va se passer exactement comme il s'est passé à Chypre, où ils se sont servis sur les comptes en banque. Les gens ne pouvaient plus retirer d'argent. C'était plus possible. En Grèce, c'est pareil. On va faire la queue et on aura le droit de retirer que 50 €. Parce que c'est la banque qui nous autorisera à le faire. C'est tout. Et vous pourrez râler tout ce que vous voudrez. Vous n'aurez pas d'autre choix. Donc, ça serait bien de le retirer avant. Comme ça, ils ne pourront pas séquestrer ce qu'ils n'ont pas. Voilà, je vous remercie. C'est une information gravissime que je vous donne. Je risque beaucoup pour avoir donné cette information. Mais c'est pas grave. De toute façon, pour le peu qui m'écoute, ça ne fera pas beaucoup de petits. Je vous dis à très très bientôt. Loulou de vos saluts. Les chiens sont en bas. Papa est en haut. Maman est en bas. Elle fait du chocolat. Au revoir. Salut.